la conscience professionnelle, bien sûr, c'est ce que nous avons vu au niveau du code de déontologie. C'est-à-dire, vous savez, cette conscience professionnelle, normalement, elle doit avoir lieu dans toutes les activités, c'est pas seulement les activités d'audit. C'est-à-dire, on dit que normalement, que toute activité, que toute personne, elle doit réaliser son activité avec une conscience professionnelle. D'accord? Bien sûr, ici, ça rejoint un petit peu toutes les valeurs que nous avons vues hier en matière d'intégrité, respect du secret professionnel, par exemple, objectivité et ainsi de suite. Donc, concernant les compétences, nous avons vu que les auditeurs internes doivent posséder les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités individuelles. L'auditeur interne doit posséder ou acquérir collectivement les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. C'est-à-dire, là, par exemple, on insiste sur le fait que l'auditeur, certes, il doit avoir des connaissances acquises, bien sûr, par la formation, mais en même temps, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une mise à niveau. Pourquoi une mise à niveau ou bien une formation continue? Parce que vous savez que normalement, c'est-à-dire sur le plan marché des affaires, tout évolue. Donc, l'entreprise, bien sûr, l'auditeur, lorsqu'il aura une formation d'audit, c'est une formation générale. Mais bien sûr, on ne pourra pas étudier tous les audits, comment ils doivent se réaliser dans toutes les activités, tous les secteurs d'activité, tout type d'entreprise. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il y a le premier point, c'est les connaissances acquises. Le deuxième point, bien sûr, c'est ce qu'on appelle, c'est comme s'il s'agit d'une mise à jour avec une formation continue, bien sûr, qui va se réaliser par l'expérience. Et je répète, vous savez, la particularité de l'audit, ce que je dis moi toujours, que chaque mission d'audit réalisée représente pour nous une formation. Parce que qu'est-ce qu'on apprend? On apprend soit le secteur, c'est-à-dire par exemple auditer, les caractéristiques de l'entreprise qu'on a auditée. Donc finalement, qu'est-ce qu'il construit? Il construit une certaine richesse, un bagage qui représente pour lui une certaine base de données pour pouvoir bien sûr employer toutes ces connaissances pour les missions futures. D'accord? Très bien. Donc, vous avez la première mission d'assurance dans le volet compétences. Le responsable de l'audit interne doit obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si les auditeurs internes ne possèdent pas les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de leur mission. Je répète, pour réaliser une mission d'audit, nous avons une démarche d'audit. Nous avons les normes. Mais parfois, il se peut que vous réalisez une mission d'audit dans un secteur spécifique ou bien dans une activité spécifique. Dans ce cas, bien sûr, c'est prévu par les normes. L'auditeur, il n'est pas censé maîtriser ce secteur. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez par exemple une mission dans une entreprise qui travaille dans le secteur aéronautique, par exemple. L'auditeur, il n'est pas censé maîtriser le secteur d'activité parce que lui, c'est un auditeur. Mais dans ce cas, regardez bien, c'est prévu par les normes, c'est qu'il peut demander assistance des personnes, bien sûr, qualifiées dans ce domaine. Pourquoi? Pour comprendre le processus d'activité. Parce que parfois, vous savez que je peux parler, d'ailleurs, c'est le même cas pour le contrôleur de gestion. Rien que pour savoir, par exemple, les méthodes de calcul de coûts. Normalement, on doit s'intéresser au processus de production, c'est-à-dire comment se déroule le processus de production. Or, dans certains cas et dans certaines industries assez développées, le processus de production, c'est assez technique. Donc, même le contrôleur de gestion, pour comprendre le processus et savoir comment il va mettre la méthode de calcul de coûts, il a besoin de comprendre ce processus, mais il n'est pas censé le maîtriser lui-même. Donc, il peut demander, par exemple, assistance d'un ingénieur de production ou bien d'un responsable au niveau de l'entreprise pour lui expliquer comment ça se passe. Mais lui, ce qu'il maîtrise, il maîtrise la démarche de mettre en place une méthode de calcul de coûts ou bien pour l'auditeur, la démarche d'audit. Vous avez compris, s'il vous plaît. D'ailleurs, juste pour vous dire ici que tout est prévu par les normes. C'est-à-dire l'auditeur, par exemple, il ne peut pas refuser une mission parce qu'il dit, moi, ce secteur, je ne l'ai jamais audité. Non, il peut l'auditer parce que la technique d'audit, c'est la même, la démarche d'audit, c'est la même, mais les normes prévoient qu'il peut demander assistance pour comprendre un phénomène. D'ailleurs, l'exemple que je vous ai dit hier, par exemple, lorsque vous avez un problème,
C'est-à-dire, je parle juste de l'audit informatique. L'audit informatique, c'est la même démarche d'audit. Mais je peux faire une mission d'audit informatique et moi, je ne suis pas, par exemple, un ingénieur en informatique. Donc, je peux demander l'assistance pour comprendre quelques éléments plus techniques. D'accord? Très bien. Donc, vous avez la deuxième norme, c'est toujours la norme d'assurance. L'auditeur interne doit posséder des connaissances suffisantes pour identifier les indices d'une fraude, mais il n'est pas censé posséder l'expertise d'une personne dont la responsabilité première est la détection et l'investigation des fraudes. Très bien. S'il vous plaît, si je vous demande c'est quoi une fraude, qu'est-ce que vous allez me dire? La définition d'une fraude. Par exemple, on peut dire la fraude fiscale, la fraude comptable ou financière. C'est une fraude par la loi? C'est une infraction à la loi qui se caractérise par quoi, par exemple? Parce que c'est très important de connaître les caractéristiques pour savoir, à l'échelle, on dit que l'auditeur n'a pas l'expertise d'une personne qui doit détecter la fraude. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu en fiscalité, la différence entre, par exemple, une optimisation fiscale et une fraude fiscale. La gestion fiscale et la fraude fiscale, par exemple. Oui? Je vous écoute. Dites-moi juste ce que vous avez compris, s'il vous plaît. Madame? Oui? Madame? Oui, je vous écoute, Madame, je vous écoute. Oui. la Parlez gestion une par une. fiscale, la Vas-y, gestion vas-y. fiscale, c'est de choisir les meilleurs choix pour optimiser, pour optimiser c'est quoi? De L'impôt. réduire les impôts. Oui, Très bien. de réduire les impôts. D'ailleurs, Mais ça, c'est la fraude fiscale, l'optimisation fiscale. Oui. mais la Pour fraude la fraude, fiscale, c'est s'il vous utiliser les plaît, laissez lacunes. votre collègue terminer son idée, vous pourriez intervenir. D'accord? Mais la fraude, Et alors, oui. oui, tu termines ton idée. Oui? Mais la fraude fiscale, c'est utiliser les lacunes des lois pour réaliser Mhm. le même objectif. Non, ça, c'est pas la fraude fiscale. C'est pas la fraude fiscale. La fraude Attends, fiscale, on n'utilise pas les lacunes de la loi. D'ailleurs, Non, c'est peut-être dans l'évasion ce fiscale, deuxième madame. point, tu parles de l'évasion. évasion fiscale. Oui. Oui, c'est de l'évasion fiscale. Mais la fraude Madame, fiscale, c'est quoi? la fraude S'il vous fiscale, plaît, c'est. je reviens, monsieur, s'il vous plaît, je reviens à votre collègue qui voulait parler tout à l'heure. Une fille, je pense. Oui, madame, c'est moi. Hein? Madame, Voilà, l'optimisation la fiscale, parole. c'est il gère la comptabilité pour réduire la base imposable. On a Très bien. la fraude fiscale, c'est une infraction à la loi. Il est rejeté par la loi, donc l'évasion, c'est des lacunes et des failles. Il est accepté par la loi. Très bien. Oui, monsieur, je t'écoute. Le monsieur qui voulait parler. C'est la même vision. Très bien. Donc, suivez avec moi. D'ailleurs, après, on va voir comment on peut, c'est-à-dire les distinguer avec plus de détails dans des cas pratiques. Normalement, quand je parle d'optimisation fiscale ou bien optimisation comptable, parce que vous savez, actuellement, même la comptabilité se développe et on parle d'une optimisation comptable et ça, c'est d'ailleurs parmi les développements d'audit en général. Quand on parle d'une optimisation fiscale, ça veut dire la fiscalité va être un élément gérable. Pourquoi? Parce qu'auparavant, la fiscalité, c'est quelque chose de subi. Il y a les bassins ou l'impôt. Je dis, c'est bon, je calcule de manière machinale le montant d'impôt à payer, je le paye. Mais le fait que la fiscalité, c'est quelque chose qui peut affecter la gestion de l'entreprise, vous savez que toute la gestion de l'entreprise, elle peut être optimisée. Comment optimiser? En optant pour les meilleurs choix possibles. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque je parle d'une gestion fiscale ou optimisation fiscale, il s'agit d'une gestion dynamique de l'impôt. Comment je peux choisir la meilleure option qui m'est offerte par la loi? Et là, un exemple très simple. Vous savez, lorsque je choisis juste entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire, c'est un choix qui va impacter l'impôt. Quand je vais choisir, par exemple, d'évaluer les sorties du stock avec FIFO ou bien le CMUP, alors il y a un impact fiscal. Est-ce que vous avez compris?
Donc, finalement, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une optimisation de la comptabilité parce que, à vrai dire, je dois bien maîtriser la comptabilité. Donc, pour savoir quel est l'impact de chaque traitement comptable sur une opération donnée et par là même, quel est l'impact de cette analyse sur le montant d'impôt à payer à l'État. Par contre, lorsque je parle de l'évasion fiscale, normalement, on exploite les vides de la loi. Mais jusqu'à quelle limite? Parce que c'est ça le problème. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque, par exemple, une entreprise va externaliser une activité dans un pays de paradis fiscal, il n'y a pas de loi qui interdit ça. Mais lorsque je constate que c'est répétitif, ça peut être un indicateur normalement, c'est-à-dire d'un élément intentionnel. Pour revenir à la fraude, c'est quoi? Retenez bien ça, s'il vous plaît. Elle est caractérisée par 3 éléments. Vous avez l'élément juridique. La fraude, c'est une infraction à la loi. C'est le non-respect de la loi. Deuxième élément, c'est un élément matériel. C'est-à-dire la fraude, il se traduit par le fait de porter préjudice à une tierce personne. C'est-à-dire lorsque je parle de la fiscalité, la fraude se traduit par une minimisation de l'impôt. Lorsque je parle de comptabilité, la fraude elle pourra se traduire par exemple par une minimisation du résultat pour réduire les dividendes pour les actionnaires. Donc ça, c'est un exemple. Et il y a le troisième élément qui est très important, c'est l'élément intentionnel. C'est-à-dire la fraude, toujours, j'aurai l'intention de frauder. Or, pour définir un acte comme un acte frauduleux, je dois regrouper ces 3 éléments. S'il vous plaît, ça c'est sur le plan juridique, c'est-à-dire en fait, même au niveau de la loi, c'est-à-dire soit au niveau du droit pénal, soit au niveau du droit fiscal, soit au niveau du droit commercial. Donc, l'élément intentionnel, normalement, c'est difficile à prouver. C'est la raison pour laquelle vous avez cette norme. L'auditeur, et ça il faut bien le retenir s'il vous plaît, n'a pas le droit de qualifier un acte de fraude. C'est-à-dire, je peux dire les irrégularités constatées, mais est-ce que c'est une fraude ou pas? Il n'a pas le droit de se prononcer là-dessus. Parce que la fraude, normalement, c'est le rôle des investigations, le rôle normalement, je dirais, du pouvoir judiciaire pour dire est-ce que c'est un fraudeur, c'est pas un fraudeur. C'est-à-dire, je peux dire par exemple que celle-là, c'est une anomalie fiscale. Qu'est-ce que je dis? Parce que je dis les opérations, je ne dis pas les personnes. À la différence des inspecteurs, parce que l'inspection, elle porte sur les personnes, alors que l'audit porte sur les opérations. Donc, je peux dire ça, c'est une anomalie, ça, c'est une irrégularité, on n'a pas respecté telle ou telle chose, mais je ne pourrais pas donner le qualificatif de fraude. Voilà ce qui est précisé par la norme. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? Oui, madame. Très bien. Donc, retenez ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons un cas d'audit, vous n'allez pas dire, par exemple, vous allez vous prononcer, il s'agit des fraudes commises à l'encontre de. Non, on ne peut pas écrire ça. Mais tout simplement, je peux indiquer la nature de l'irrégularité. Par exemple, lorsque je peux constater même, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en fiscalité, je peux constater un acte anormal de gestion. Par exemple, je constate que l'entreprise, elle a pu exagérer au niveau de certaines charges. Je peux constater, par exemple, que l'entreprise n'a pas respecté un principe comptable. Je peux constater que l'entreprise, il n'a pas, par exemple, calculé les provisions conformément aux règles de calcul de la provision. Donc, regardez bien. Je dis que la comptabilité, qu'est-ce que je dégage? Je vais dégager les principales irrégularités commises et je les présente comme ça. Mais je ne peux pas dire que l'entreprise avait l'intention de frauder en réalisant de telle ou telle opération. Est-ce que c'est clair? Voilà ce qu'il faut retenir de cette norme. Bien. Donc après, nous avons les auditeurs internes doivent posséder une bonne connaissance des principaux risques et contrôles liés aux technologies de l'information et des techniques d'audit informatisées susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre des travaux qui leur sont confiés. Toutefois, chaque auditeur interne n'est pas censé posséder l'expertise d'un auditeur dont la responsabilité première est l'audit informatique. Bien.
D'ailleurs, si vous voyez ces normes-là, normalement, leur but, c'est de protéger l'auditeur. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir, si vous voulez, essayer de minimiser l'impact du travail de l'auditeur. Comment? Parce que, par exemple, ce que je viens de vous dire d'ailleurs, on est presque dans la même idée, que l'auditeur, lui, il a une formation d'audit, il doit maîtriser la démarche d'audit, il doit connaître les normes d'audit, mais lorsqu'il s'agit d'un élément spécifique, on ne va pas lui demander d'avoir toutes les expertises nécessaires. Bien sûr, cette expertise, elle va être construite avec le temps et avec l'expérience. Bien. Donc, lorsque je passe maintenant à la norme de conseil, c'est-à-dire, je répète, c'est toujours une norme annexe, le responsable de l'audit interne doit décliner une mission de conseil ou obtenir l'avis et l'assistance de personnes qualifiées si l'équipe d'audit interne ne possède pas les connaissances, le savoir-faire et les autres compétences nécessaires pour s'acquitter de tout ou partie de la mission. Donc, vous avez ici, c'est le même raisonnement. C'est-à-dire l'auditeur, toujours, il a le droit de demander assistance de personnes qualifiées dans un domaine donné pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il va faire et pour mieux comprendre le champ de son action. Mais ici, il y a une petite précision, que l'auditeur, lorsqu'il va demander cette assistance, il va être précisé dans son plan de travail. D'ailleurs, je me rappelle, je vous l'avais déjà dit, c'est-à-dire si l'auditeur demande d'avoir, par exemple, un entretien avec telle ou telle personne, ça doit être précisé. C'est-à-dire, il ne pourra pas faire ça, bien sûr, à sa propre guise et parler à tout le monde, parce que tout est cadré en matière d'audit, s'il vous plaît. C'est bon? Voilà donc sur le plan de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux résumer à ce niveau pour la norme 1210? C'est que certes, l'auditeur doit avoir les compétences nécessaires, ces compétences qui doivent être bien sûr renforcées par des formations continues et par bien sûr tout le savoir acquis tout au long de son travail, son expérience, mais on ne lui demande pas bien sûr des expertises qui dépassent un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'il peut demander assistance à des personnes tierces. Très bien. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, au niveau normalement c'est-à-dire du cursus, on parle actuellement, par exemple, on commence par un auditeur junior. Avec l'expérience, bien sûr, et la maîtrise, on peut arriver à une situation de ce qu'on appelle des auditeurs seniors. Voilà. Et on peut commencer aussi par un auditeur qui est spécialisé dans un seul domaine. Avec la formation toujours et l'expérience, il peut bien sûr toucher à plusieurs domaines. C'est-à-dire, par exemple, dans des cabinets maintenant, vous trouvez qu'il y a des auditeurs, par exemple, spécialisés dans l'audit marketing, des auditeurs spécialisés dans l'audit de production, des auditeurs spécialisés dans l'audit comptable et financier. Mais avec un certain niveau, on peut bien sûr auditer tous ces aspects-là. C'est bon? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, je passe à la norme suivante, c'est la conscience professionnelle. Donc, ça touche un petit peu, si vous voulez, la qualité de l'auditeur. Donc, les auditeurs internes doivent apporter à leur travail la diligence. S'il vous plaît, lorsque je parle de la diligence, c'est en quelque sorte, c'est-à-dire comme la célérité, c'est-à-dire la rapidité dans l'exécution d'une chose. C'est ça la notion de diligence, c'est allège. Parce que surtout dans le cas, ce qu'on j'appelle les audits curatifs. Les audits curatifs, ce sont des audits déclenchés suite à une anomalie. Il y a ni l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend la solution. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans la pratique, et d'ailleurs on va le voir après dans la démarche d'audit, le temps de l'audit, il doit être précisé pour deux raisons. Par exemple, l'entreprise, elle a un problème. Je répète, je vous donne un cas très simple. Chute de chiffre d'affaires. Normalement, à votre avis, cette chute de chiffre d'affaires, ça pourrait être dû à quoi? Atteignez les scénarios possibles, c'est-à-dire des scénarios. Chute de chiffre d'affaires, c'est le constat. C'est-à-dire, si je compare le chiffre d'affaires de l'année actuelle, je constate une chute par rapport à la même période de l'année passée.
Ça pourrait être dû à quoi? Oui? Madame, si le produit est en phase de déclin. Très bien. Produit en phase de déclin, mais on ne s'est pas rendu compte. Voilà, on va éliminer cette hypothèse parce que le produit en phase de déclin, c'est une évidence. Ce n'est pas le fait d'une anomalie. Madame, lancement d'un autre produit concurrent? Très bien. La concurrence, c'est-à-dire un autre produit concurrent qui apparaît sur le marché. Très bien. Quoi d'autre? Madame, La la qualité diminution de la qualité du produit. Très bien. Détérioration de la qualité du produit. Madame, des D'accord? produits Très bien. de substitution? Oui? Pardon? Produits de substitution. Oui, c'est le cas de la concurrence, c'est-à-dire l'apparition d'un produit de substitution. Madame, l'augmentation de la matière première Très utilisée bien. dans L'augmentation du prix de la matière première qui peut s'impacter sur le prix du produit. Donc, le client ne l'achète plus. Très bien. Le Quoi d'autre? marketing. Un problème au niveau du marketing, c'est-à-dire soit au niveau de la campagne publique promotionnelle, soit au niveau de l'étude de marché, ainsi de suite. Très bien. Je vais me limiter à ça. Donc, suivez avec moi. Normalement, quand je constate une anomalie, comment elle est constatée? C'est par des signaux. Par exemple, c'est un module de synthèse. Le signe, il peut apparaître soit suite à une analyse financière, suite à une information comptable, soit au niveau de la compta générale, soit au niveau de la comptabilité analytique, suite à un rapport d'activité, suite à une donnée au niveau des tables de bord. C'est-à-dire tous les autres outils de gestion, ils peuvent bien sûr me montrer cette anomalie. Très bien. Donc, lorsque je constate l'anomalie, le fait de dire, par exemple, est-ce que c'est la concurrence, est-ce que c'est la matière, est-ce que c'est un problème de qualité, est-ce que c'est un problème au niveau du marketing et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, pourquoi vous avez dit tout ça? Parce que vous connaissez quelles sont les causes qui peuvent entraîner l'effet. C'est quoi cet effet? C'est la chute des ventes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un outil, d'ailleurs, on utilise beaucoup en contrôle gestion, même en audit, c'est l'analyse de cause à effet. Pourquoi? Parce que dans le général, je dis que chaque effet, normalement, il a une cause. Et chaque cause, elle doit avoir un effet. Donc, selon la nature de la cause, moi, je peux bien sûr établir mes recommandations. Je vous donne un cas très simple. Lorsqu'il s'agit, par exemple, du premier constat, c'est la concurrence. Qu'est-ce que je dis? La concurrence, c'est un facteur externe. Donc, le problème n'émane pas de l'entreprise. Elle vient de l'extérieur. Comment je peux faire face à la concurrence? Quand je me pose la question comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Recommandation. D'accord? Est-ce que moi aussi, je dois bien sûr opter pour des réductions de prix, pour des promotions, pour plus de publicité pour mon produit, pour une fidélisation de la clientèle, pour par exemple une facilité de paiement pour la clientèle. Donc, regardez bien. Je peux trouver plusieurs solutions possibles pour faire face à une cause donnée. Par exemple, si je constate que le problème, c'est un problème de qualité du produit, c'est-à-dire la qualité du produit, elle s'est détériorée. Ça pourrait être dû à quoi? Peut-être on a changé le fournisseur de matières premières et donc la qualité de la matière, elle fait défaut. Peut-être nous avons un problème au niveau des machines. Elles sont arrivées à un degré de vétusté et donc elles deviennent obsolètes, ce qui fait par exemple que la machine, elle tombe tout le temps en panne, donc on a des défaillances sur la nature du produit. Soit je peux avoir par exemple un problème au niveau de la qualité de la main-d'œuvre et donc par exemple on peut demander une formation de la main-d'œuvre. On peut demander, par exemple, un entretien ou bien une maintenance des machines. Parfois, on peut demander que l'entreprise peut changer de machine. Donc, qu'est-ce que vous constatez là? Que pour chaque anomalie, normalement, on a plusieurs solutions possibles. Lorsque je parle de la diligence, qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise, le fait qu'elle a un problème, qu'est-ce qu'elle cherche? Une solution. Donc, cette solution, l'auditeur ne va pas rester, par exemple, 1 année ou 2 ans pour lui dire la solution. Non, il faut avoir, c'est pourquoi j'ai parlé hier du flair et de l'esprit critique. Parce que si vous avez cet esprit critique, automatiquement, vous commencez à chercher toutes les causes et vous pourriez arriver à la vraie cause pour donner la bonne recommandation en temps minimum possible. Parce que c'est comme ça que l'auditeur doit être une activité à valeur ajoutée. C'est-à-dire, je ne pourrais pas, par exemple, constater une anomalie
et donner tout le temps à l'auditeur après une année pour me dire la recommandation. Bien sûr, dans ce cas, l'audit serait une activité sans valeur ajoutée. C'est-à-dire, l'auditeur, il n'est pas mesuré par l'activité d'audit elle-même, mais quelle est la valeur ajoutée de cette activité d'audit pour l'entreprise, pour améliorer sa performance et pour lui assurer une performance durable. D'ailleurs, sur ce point, c'est la même chose que le contrôle de gestion, s'il vous plaît. D'ailleurs, on va voir par la suite que le contrôle de gestion peut être un outil d'audit, surtout en matière d'audit opérationnel stratégique, et vice-versa. Tel audit, il peut être un outil de contrôle de gestion. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la démarche qu'on doit préciser le temps de la mission. C'est-à-dire, et parfois même au niveau des rémunérations, ne l'oubliez pas. Et quand, par exemple, vous avez une mission, l'entreprise va vous demander combien de temps ça va vous demander. Si vous lui dites ça va me demander 1 mois et l'entreprise est d'accord, ça passe. Mais si vous lui demandez il me faut 6 mois, 1 année, l'entreprise elle pourra ou bien le mandataire pourra refuser, bien sûr, parce que lui, il ne va pas attendre jusqu'à 1 année pour savoir le problème. Imaginez les répercussions qu'on peut y avoir, bien sûr, des défaillances déjà constatées. D'accord? Très bien. Donc, je dirais la diligence et le savoir-faire que l'on peut attendre d'un auditeur interne raisonnablement averti et compétent. Regardez bien, on dit raisonnablement. Toujours, on insiste sur l'assurance raisonnable. C'est-à-dire, ce n'est pas la certitude absolue. On n'attend pas de l'auditeur à ce que son activité soit infaillible. S'il vous plaît, l'infaillibilité, ça veut dire je vais avoir la solution à 100%. Non, parce qu'il n'a pas une responsabilité de résultat, je reviens. C'est toujours, vous voyez, il est protégé par les normes, mais juste il va mettre, c'est-à-dire tous les moyens nécessaires en bonne et due forme, mais bien sûr, toujours, vous avez un risque de ne pas avoir la bonne solution de l'auditeur. C'est ce que j'appelle le risque d'audit. Parce qu'il se peut, d'ailleurs, l'auditeur, il travaille juste avec des informations. Il travaille avec les documents. Si vous avez ces informations font défaut, alors automatiquement, il ne peut rien faire. Est-ce que c'est clair? Donc, toujours ici, d'ailleurs, on précise ce point pour protéger l'auditeur. Parce que si les normes précisent que l'auditeur a une responsabilité de résultat, qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Si l'auditeur ne donne pas c'est-à-dire si l'entreprise n'arrive pas à avoir le résultat escompté, automatiquement, il va refuser de payer l'auditeur. Est-ce que c'est clair? Ça va? Oui, madame. Très bien. Donc, voilà, donc l'auditeur doit apporter toujours dans la continuité de la chose, c'est-à-dire pour réaliser sa mission, c'est-à-dire toujours dans le cadre de l'assurance raisonnable. Il doit apporter tout le soin nécessaire à sa pratique professionnelle en prenant en considération les éléments suivants. Voilà, c'est-à-dire ici, lorsque je dis il va accomplir sa mission en bonne et due forme, mais toujours vous avez le risque de ne pas arriver à la bonne solution. L'étendue du travail nécessaire pour atteindre les objectifs de la mission. D'ailleurs, on verra ça, c'est ce qu'on va élaborer dans le plan de mission de l'auditeur. Il peut évoquer aussi la complexité relative, la matérialité ou le caractère significatif des domaines auxquels sont appliquées les procédures propres aux missions d'assurance, la pertinence et l'efficacité du processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise. C'est ce qu'on va voir ici, parce que normalement, pour faire l'audit, nous avons 2 éléments préalables nécessaires, le contrôle interne et le management de risque. S'il vous plaît, si je n'ai pas une activité de management de risque, une activité de contrôle interne, on ne peut pas réaliser une mission d'audit. D'ailleurs, quand on va arriver au niveau de la démarche, vous allez voir que nous avons un processus. C'est-à-dire l'auditeur, il va entrer à l'entreprise. Il va lui dire, est-ce que vous avez un contrôle interne? C'est quoi le contrôle interne? Si vous voulez, tout simplement, ce sont les procédures. C'est-à-dire, c'est comme un manuel de procédure. C'est-à-dire, pour chaque activité, il faut avoir la procédure. Pourquoi? Parce que l'auditeur ne va pas contrôler les faits. C'est-à-dire, ne va pas entrer dans l'entreprise et va demander à chacun qu'est-ce qu'il fait. Non. Il faut que tous ces éléments-là soient formulés dans des procédures écrites.
ces procédures vont être contrôlées par l'auditeur par des étapes. C'est ce qu'on va voir par la suite. D'accord? Donc, si nous n'avons pas les procédures, l'entreprise n'a pas un management de risque, c'est-à-dire il ne connaît pas ces risques de manière générale. Automatiquement, la mission d'audit ne pourra pas avoir lieu. D'ailleurs, ici, la seule recommandation, c'est qu'il peut bien sûr recommander au mandataire de mettre en place les procédures. La probabilité d'erreur, d'irrégularité ou de non-conformité significative, d'ailleurs, c'est tout à fait normal parce que ce que je vous avais dit hier, toujours, nous avons un risque inhérent, c'est-à-dire un risque résiduel, et bien sûr, le coût de la mise en place des contrôles par rapport aux avantages escomptés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu en contrôle de gestion, nous avons une règle générale, c'est que chaque décision, normalement, dans l'entreprise, on dit elle a un coût, mais en même temps, elle a un avantage. Donc, normalement, lorsque l'avantage porte sur le coût, je décide. Lorsque le coût porte sur l'avantage, je ne décide pas. Donc, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, l'entreprise, lorsqu'il va choisir une décision, elle va calculer son coût. Si son coût, bien sûr, est élevé par rapport à ses avantages, ici, je vous donne d'ailleurs un exemple très simple. Vous savez que lorsqu'on fait, par exemple, la comptabilité prévisionnelle, on va la comparer, par exemple, je dis, j'ai prévu un coût unitaire de 100. Or, le coût réel, il était de 120. Qu'est-ce que je constate là? Un écart. C'est un écart défavorable. Le coût réel, il est supérieur au coût prévisionnel. Très bien. Donc, l'écart de 20. Si par exemple, si je veux l'analyser, je dois dépenser 100. Est-ce que je vais l'analyser? Hein? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Non, madame. Hein? On ne va pas l'analyser. J'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, vous n'avez pas compris ou bien on ne va pas l'analyser? Non, madame, on ne va pas l'analyser. Très bien. Vous savez pourquoi on ne va pas l'analyser? Parce que l'écart, il est de 20. Et si je veux l'analyser, je dois dépenser 100. Donc, le coût, il est supérieur à l'avantage. Est-ce que vous avez compris? Dans ce cas, je peux tolérer cet écart, je peux l'accepter. Au niveau de l'analyse des écarts, d'ailleurs, vous allez le voir en contrôle gestion, je dois savoir ce que j'appelle l'écart significatif, c'est-à-dire est-ce que c'est significatif ou non. En audit, on fait la même chose, c'est-à-dire parfois, pour dire une irrégularité, est-ce qu'elle est significative ou pas? Parce que ça ne sert à rien de dire tout ça, ce sont des irrégularités. Mais il faut avoir ce que j'appelle un seuil de signification pour dire est-ce que ça vraiment, c'est une irrégularité qui va impacter le déroulement normal de la société ou bien tout simplement, non, on peut l'admettre puisque je dirais, le coût, il est supérieur à l'avantage que peut escompter de son analyse. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, je passe. Toujours dans le cadre de la confiance professionnelle, l'auditeur doit envisager l'utilisation d'outils d'audit informatique et d'autres techniques informatisées d'analyse des données. C'est tout à fait normal parce que vous savez que l'entreprise, dans la plupart des cas, elle travaille par des logiciels, par exemple. Donc, l'auditeur, normalement, il doit envisager l'utilisation de ces outils informatiques pour bien comprendre, bien sûr, ce qui se passe pour mener sa mission toujours avec une certaine conscience professionnelle. Donc, l'auditeur interne doit aussi exercer une vigilance particulière à l'égard des risques significatifs susceptibles d'affecter les objectifs, les opérations ou les ressources. Toutefois, les procédures d'audit seules, même lorsqu'elles sont menées avec la conscience professionnelle requise, ne garantissent pas que tous les risques significatifs seront détectés. C'est ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple simple. Si je parle d'un audit comptable, par exemple, on va auditer une opération. Je répète, qu'est-ce qu'on va auditer? On va auditer l'opération par rapport aux pièces justificatives. D'accord? S'il s'agit par exemple d'un bien,
je peux demander de vérifier ou bien de faire ce qu'on appelle le contrôle physique pour savoir est-ce que ces éléments existent ou n'existent pas. Mais si l'entreprise, elle avait fait tout ça, c'est-à-dire tout un montage avec mauvaise foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire la comptabilité, elle est clean. Mais, bien sûr, il y a la mauvaise foi de l'entreprise. L'entreprise, peut-être, elle a réalisé cette opération. Pourquoi faire? Peut-être pour augmenter les charges et réduire le montant de l'impôt. Est-ce que l'auditeur, il pourra bien sûr analyser, je dirais, la foi de l'entreprise? Ça, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle toujours il y a ce risque de ne pas, bien sûr, donner toujours la bonne recommandation ou détecter la vraie anomalie. D'ailleurs, Hénas, je rejoins cette norme avec la norme que l'auditeur n'est pas un détecteur de fraude. Et le fait qu'il ne s'agit pas d'un détecteur de fraude, automatiquement, il n'a pas les moyens d'investigation. Si vous voulez, normalement, lorsqu'on parle d'investigation, d'ailleurs, l'investigation, c'est surtout au niveau du volet judiciaire, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire comment il a une démarche d'investigation pour arriver au résultat. Or, l'auditeur, ce n'est pas son rôle. Bien. Donc, puisque d'ailleurs, toujours, je suis dans les normes de qualification, donc je pense, ça, je l'avais déjà dit, c'est comment renforcer la qualification de l'auditeur. Vous voyez, c'est prévu par les normes. On a parlé de compétences, on a parlé de conscience professionnelle. Ici, il s'agit de formation, bien sûr, continue. Donc, c'est ce que je vous avais dit, la formation continue, il s'agit normalement d'une technique de renforcement des compétences. Je passe à la catégorie 1300, programme d'assurance et d'amélioration. Oui. La formation, Oui, je vous écoute. sur quoi exactement? Sur l'audit ou bien sur autre formation qui sera liée à l'audit? Bien sûr, c'est ce qui est lié. Moi, on comme un exemple très simple. D'ailleurs, quand, par exemple, si vous suivez le cursus en matière d'audit, vous allez étudier l'audit en général. D'ailleurs, parfois, on peut parler, par exemple, même à l'audit, par exemple, opérationnel. Je parle de l'audit opérationnel en général. Mais l'audit opérationnel, ça peut être un audit marketing, ça peut être un audit de la production, ça peut être un audit de la logistique, ça peut être un audit, par exemple, de l'approvisionnement. D'accord? Ça peut être un audit, même au niveau de la stratégie stratégique, ça peut être un audit de management. Donc, supposons par exemple qu'un auditeur, il veut faire un audit marketing. Lui, il n'est pas un marketeur. Par exemple, quelqu'un qui va faire un master marketing, il peut devenir un marketeur. Mais l'auditeur, il n'est pas un marketeur. Donc, s'il est intéressé par ce domaine, il va faire des études en marketing. Est-ce que vous avez compris? Pour comprendre, par exemple, pour mener bien un audit marketing, alors il doit savoir, par exemple, toute la démarche marketing. Ça ne reste qu'au niveau du mix marketing que vous avez vu. Par exemple, le positionnement, qu'est-ce que ça veut dire le ciblage? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, je dirais même segmentation du marché. Comment je vais trouver, par exemple, la combinaison optimale entre les 4 variables du marketing mix? Comment je peux mener à bien une étude de marché si je veux l'auditer? Donc, lui, il peut devenir un auditeur, mais il peut faire une formation sur le marketing. La même chose. Supposons un auditeur qui a le diplôme d'audit, mais il vient d'intégrer, par exemple, une activité touristique. Par exemple, il vient d'avoir un poste dans un hôtel ou bien dans un complexe touristique. Donc, lui, c'est un auditeur, mais il n'a pas fait, par exemple, une formation en tourisme. Pour comprendre l'activité touristique ou bien la comptabilité des hôtels, parce que vous savez que la comptabilité des hôtels, c'est une comptabilité spécialisée. Or, au niveau de votre formation, par exemple, en tant que gestionnaire, ça sera les comptabilités spécialisées. Même au niveau pour certains masters, on le fait. Par exemple, même si vous voulez terminer dans cette voie, ce sera la comptabilité approfondie. La comptabilité approfondie, on étudie, par exemple, les particularités comptables. Mais à côté des particularités comptables, il y a ce qu'on appelle les comptabilités spécialisées. Il y a la comptabilité de la banque. Ce n'est pas la comptabilité que nous avons étudiée. Par exemple, des entreprises en général, la comptabilité des assurances, la comptabilité des hôtels, la comptabilité agricole,
Est-ce que vous avez compris? Donc, finalement, d'où ce sont des formations plutôt professionnelles techniques, mais le principe, si je le connais, les principes comptables, on a les principes comptables, mais خاصني غير l'adaptation. Pour s'adapter au secteur d'activité que je vais auditer, bien sûr, j'ai besoin d'une formation. Et c'est ça le rôle de la formation continue. Par exemple, un auditeur, il aura un poste dans une entreprise boursière. Alors, pour comprendre ça, doit savoir bien sûr quelle est l'activité boursière et ainsi de suite. Donc, vous avez pas mal de cas dans ce sens. Vous savez que d'ailleurs, l'essentiel, c'est pourquoi j'ai parlé toujours je reviens à la notion de l'esprit critique. Parce que si nous avons cette base de démarche d'audit, l'adaptation, comment elle va se faire? Elle se fait par la formation continue. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Seulement pour élargir son domaine d'activité ou bien varier. Bien sûr, on ne doit pas être borné. D'accord. Parce que si c'est dans le cas, d'ailleurs, vous savez, maintenant, dans les grands cabinets, Kéline a des spécialités, mais surtout pour les auditeurs juniors. Mais par exemple, un auditeur ne va pas, par exemple, une fois il reçoit une mission d'audit pour une entreprise, il va dire, ah, moi, je ne connais pas la nature d'activité de cette entreprise, je ne vais pas auditer. Il ne pourra pas rester borné dans un secteur d'activité, dans un seul type d'entreprise. Ça, bien sûr, ce n'est pas possible. Comme un exemple très simple. Un cabinet, alors on a par exemple un portefeuille client des entreprises. Les Khudroufi, par exemple, ils connaissent des grandes boîtes commerciales, des grandes boîtes industrielles, par exemple, parfois même des entreprises publiques, l'article le cas de l'OCP, la LIDEC, par exemple, l'ONE, l'ONCF et ainsi de suite. Donc, vous savez que pour ces structures, chaque structure a ses particularités de fonctionnement. Donc, cette formation continue, comment elle peut se réaliser? Soit ce que je vous avais dit, cas par cas. Yani, quand j'audite, c'est vrai, une entreprise la première fois, ça peut me demander plus de temps. Pourquoi? Parce que je dois, d'ailleurs, on va le voir après dans la démarche, on dit la phase prise de connaissance. C'est-à-dire, je dois connaître l'activité de l'entreprise, je dois connaître l'environnement, je dois connaître ses parties prenantes. Mais une fois j'audite une entreprise dans un secteur, pour moi, c'est une formation. Si je vais auditer après une entreprise dans le même secteur, qu'est-ce que je vais économiser? Je vais économiser cette phase de prise de connaissance. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est pourquoi je dis avec l'expérience, on construit un certain bagage. C'est pourquoi je dis, à vrai dire, on est tout le temps en formation. Ça va? C'est bon? Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Donc, je passe donc à la série 1300. Programme d'assurance et d'amélioration qualité. Le responsable de l'audit doit élaborer et tenir à jour un programme d'assurance et d'amélioration qualité portant sur tous les aspects de l'audit interne et permettant un contrôle continu de son efficacité. D'ailleurs, ici, je parle, si vous voulez, de l'auto-évaluation de l'auditeur, en quelque sorte. Ce programme inclut la réalisation périodique d'évaluation interne et externe de qualité ainsi qu'un suivi interne continu. Cette partie du programme doit être conçue dans un double but, aider l'audit interne à apporter une valeur ajoutée aux opérations de l'organisation et à les améliorer et garantir qu'il est mené en conformité avec les normes et le code de déontologie. D'accord? C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Alors, d'ailleurs, ici, je reviens, je pense que vous l'avez même vu, en gestion des ressources humaines. Vous savez que lorsqu'on parle, par exemple, de la gestion des ressources humaines, c'est vrai qu'on cherche à avoir, s'il vous plaît, c'est-à-dire l'effectif adéquat, avec la compétence exigée, avec, bien sûr, une gestion de carrière conforme, et il y a la formation. Donc, ça, si vous voulez, c'est les 4 volets de la gestion des ressources humaines. D'ailleurs, en principe, si je veux résumer, nous avons une règle actuelle, bien sûr, ce n'est pas donné à toutes les entreprises, mais je parle des grandes boîtes. Vous savez que tout poste créé doit être un poste à valeur ajoutée. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une certaine optimisation. C'est la raison pour laquelle, lorsque on analyse la cohérence, je dis, est-ce que tous les postes que nous avons au sein de l'entreprise, vraiment, ils ont une utilité d'être là? Est-ce que vous avez compris? C'est ce que j'appelle un poste à valeur ajoutée. Pareil pour l'audit. C'est-à-dire l'audit, puisqu'il s'agit d'une activité, cette activité doit apporter une valeur ajoutée. Si je vois que le rôle de l'auditeur n'a aucune valeur ajoutée de plus,
ça veut dire l'audit n'a plus raison d'exister, s'il vous plaît. Et lorsque je dis valeur ajoutée, ça veut dire quoi? Comment je peux mesurer cette valeur ajoutée? Est-ce qu'avec l'audit, on peut avoir des améliorations de ce qu'on fait? Si nous avons ces améliorations, je dis voilà, l'audit contribue à quelque chose. Sinon, bien sûr, on dit il n'a plus raison d'exister. Et ça, vous savez, actuellement, dans les grandes boîtes, c'est pareil pour toutes les fonctions. Ce n'est pas seulement pour la fonction d'audit. D'ailleurs, même pour la fonction contrôle de gestion aussi. C'est-à-dire, est-ce que le contrôle de gestion permet à l'entreprise d'assurer une amélioration? Sinon, bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir ce contrôle de gestion ou bien ces outils de contrôle de gestion. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, je reviens même ici à une définition générale. Lorsque je dis normalement gérer en général, je dis c'est quoi? C'est prévoir, agir, contrôler et corriger. Qu'est-ce que je corrige? Je corrige les défaillances constatées, soit au niveau des prévisions, soit au niveau des réalisations. C'est bon? C'est clair jusqu'ici? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, d'ailleurs, je sais que c'est le point qui nous demande plus de temps, mais c'est très important parce que si vous refaites la lecture de ces normes, vous allez comprendre de quoi s'agit-il avant de passer, si vous voulez, au volet technique de l'audit. Donc, ça rejoint la même idée, évaluation du programme qualité. Donc, l'audit interne nécessite l'adoption d'un processus permettant de surveiller et d'évaluer l'efficacité globale du programme qualité. Donc, ce processus doit comporter des évaluations tant internes qu'externes. Très bien, rien pour vous résumer l'idée là. L'auditeur, surtout lorsqu'il s'agit d'un audit interne, n'oubliez pas que c'est un salarié. Donc, qui va évaluer bien sûr sa qualité? C'est la direction générale. D'accord? Autrement dit, c'est le mandataire. Parce que si le mandataire ne tire pas avantage de ce poste d'audit, bien sûr, automatiquement, il ne va pas le retenir. Parfois, il se peut que l'entreprise, en ayant un auditeur interne, elle peut chercher à avoir un œil externe sur ce qui se passe. Ou bien, si elle constate que les anomalies persistent, même avec l'audit interne, qu'est-ce qu'elle peut demander? Il peut demander un audit externe. Et dans ce cas, je peux parler d'audit de l'audit, c'est-à-dire un audit externe qui va auditer l'audit interne. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un cas très rare, mais ça peut exister, hein. D'accord? Très bien. Donc, les évaluations internes. Ces évaluations comportent des contrôles continus du fonctionnement de l'audit, des contrôles périodiques effectués par auto-évaluation ou par d'autres personnes de l'organisation connaissant les pratiques d'audit interne et les normes. D'ailleurs, il peut s'agir, par exemple, parce que vous savez que dans les sociétés anonymes actuellement, nous avons ce qu'on appelle les comités d'audit. Il y a un comité d'audit, ce n'est pas un seul auditeur, mais vous avez un ensemble d'auditeurs chapeautés par un auditeur senior. Donc, cet auditeur senior, il pourra contrôler périodiquement le fait qu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique, le travail des auditeurs juniors. D'ailleurs, c'est comme ce qui se passe au niveau de la société, c'est le contrôle de la hiérarchie. D'accord? Sinon, bien sûr, on peut avoir l'auto-évaluation, c'est-à-dire moi, en tant qu'auditeur, je réalise mon travail et je vais arriver à la fin pour savoir est-ce que mon travail, il a apporté quelque chose à la société ou pas. Voilà pour les normes de qualification. Donc, c'est le résumé du résumé, ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, si je veux résumer maintenant les normes de qualification, elles touchent, si vous voulez, au point essentiel le suivant. Tout d'abord, la qualité, c'est qui un auditeur? On a dit ça peut être soit une personne physique, soit une personne morale. On a dit aussi que l'auditeur, il doit avoir une certaine compétence dans certains domaines bien déterminés, mais on ne lui demande pas d'avoir l'expertise dans tous les domaines, vu qu'il peut être assisté par des tierces personnes. On a vu également le cas de la conscience professionnelle. Donc, cette conscience professionnelle, c'est-à-dire, c'est le degré de diligence que doit avoir l'auditeur dans la réalisation de sa mission, le degré de vigilance aussi, mais tout ça, il pourra être renforcé par une formation continue. Et troisième point, comme toute activité, l'auditeur doit procéder à des évaluations pour savoir quelle est sa valeur ajoutée pour l'entité. Voilà ce qui concerne la qualification, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
avant de passer à la deuxième catégorie des normes de fonctionnement. Est-ce que vous avez compris la qualification? S'il vous plaît, Rana, je répète, il s'agit juste du résumé, du résumé, du résumé. Normalement, quand vous revenez à la charte, alors, des normes de qualification, c'est sur des milliers de pages, je dirais. Mais là, vous avez vraiment l'essentiel à votre niveau. Est-ce que c'est clair? Ça va, vous êtes là? Oui, madame. Oui, 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 madame. C'est bon? oui madame. C'est clair. Ça va? Ça va? Oui, Vous arrivez à madame. suivre? Oui. Oui, madame. Oui. Parfait. Très bien. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième catégorie, c'est les normes de fonctionnement. S'il vous plaît, ces normes de fonctionnement, ils vont concerner la démarche d'audit. Yanina, on va voir presque toute la démarche, cette démarche qu'on va essayer de représenter par la suite sur le plan pragmatique. Yani comment il va se présenter dans le cadre d'une mission réelle. Mais vous allez voir, elle a toute la démarche, elle est bien cadrée et cernée par les normes. Yani finalement, si vous voulez, comme l'activité de l'auditeur, elle a un référentiel qu'on respecte. Donc, si on connaît bien notre référentiel, on pourra bien sûr mener une mission d'audit en bonne et due forme. D'accord? Très bien. Donc, je vais commencer par les normes de fonctionnement. C1, c'est une norme de conseil. Lorsqu'on lui propose une mission de conseil, le responsable d'audit interne, avant de l'accepter, doit considérer dans quelle mesure elle est susceptible de créer de la valeur ajoutée, améliorer le management des risques et le fonctionnement de l'organisation. Les missions de conseil qui ont été acceptées doivent être intégrées dans le plan d'audit. Très bien. Qu'est-ce que vous comprenez là? Ça rejoint un petit peu l'idée de tout à l'heure. C'est-à-dire l'auditeur, lorsqu'il va accepter une mission, il doit mesurer la valeur ajoutée de sa mission. S'il constate qu'après sa mission, il n'a aucune valeur ajoutée à donner au mandataire, dans ce cas, bien sûr, il a le droit de ne pas accepter la mission. D'ailleurs, il ne doit pas accepter la mission parce qu'il peut la réaliser. Mais une fois il va émettre l'opinion, il se peut que le mandataire va lui dire, par exemple, tous ces points, moi, je les connais déjà. Qu'est-ce que vous allez me dire c'est-à-dire de plus? Et il peut donc avoir un problème avec le mandataire. D'accord? Parce que le mandataire, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une recommandation. Et une recommandation, ce que je répète, par exemple, réaliste et réalisable. Par exemple, il ne peut pas, par exemple, dans le cadre d'un audit opérationnel, l'auditeur va dire, par exemple, au mandataire, il faut changer l'activité. Parce que celle-là, c'est une mesure structurelle. C'est pourquoi on va voir par la suite, même au niveau des recommandations, il faut savoir bien les classer. Quelle est la recommandation que je peux appliquer tout de suite? Quelle est la recommandation que je peux appliquer dans le moyen terme? Et quelle est la recommandation que je peux appliquer dans le long terme? D'accord? Donc, il faut savoir bien donner la vraie solution à la vraie anomalie, bien sûr. Communication et approbation. Le responsable de l'audit doit communiquer à la direction générale et au conseil son programme et ses besoins pour examen et approbation, ainsi que tout changement important susceptible d'intervenir en cours de l'exercice. Le responsable d'audit doit également signaler l'impact de toute limitation de ses ressources, bien sûr, sur la réalisation de sa mission. Bien, donc ici, je vous donne un exemple très simple. Supposons que, par exemple, l'auditeur, il veut faire un audit d'immobilisation. Par exemple, c'est ça l'objet d'audit. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? L'auditeur, il va établir ce qu'on appelle un plan de travail. D'accord? Ce plan de travail, qu'est-ce qu'il doit comporter? Il doit comporter tous les éléments dont l'auditeur aura besoin pour réaliser sa mission. C'est-à-dire quelles sont les informations nécessaires, quelles sont les personnes avec lesquelles elle doit bien sûr s'entretenir pour avoir des informations et ainsi de suite. Donc, supposons que l'auditeur, il demande à l'entreprise, par exemple, d'avoir des fiches d'acquisition des immobilisations. Il doit le mentionner dans le plan. Normalement, ce plan de travail, il va remonter au mandataire. Pourquoi? C'est pour approbation. Si le mandataire refuse de lui donner ses factures d'acquisition, par exemple, l'auditeur n'y peut rien. Mais
il peut dire par exemple quel est l'impact de l'absence de cette information ou bien de ce document sur la réalisation de sa mission, pour qu'il soit protégé, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Ça va ou je répète? Bien, donc je répète. S'il vous plaît, Madame, suivez avec moi. Hein? Oui, oui, oui. normalement, l'auditeur interne, il est lié à la direction générale. Alors, pourquoi l'entreprise il a est- refusé de lui fournir les informations qui sont dans l'entreprise? C'est-à-dire, ce n'est pas un auditeur externe. Même pour un auditeur externe ou interne, c'est pareil. L'auditeur externe, il est contractuel, il travaille pour le compte de l'entreprise. Mais peut-être l'entreprise ou bien la direction générale, elle est impliquée dans une anomalie et il ne cherche pas, bien sûr, à la divulguer à l'auditeur. C'est possible. Ce que vous avez compris, n'oubliez pas que c'est vrai qu'il est lié sur le plan contrat de travail, mais il reste indépendant, objectif par la norme. Les normes d'audit, qu'est-ce qu'ils disent? Même si l'audit interne, c'est un salarié, il doit être objectif et indépendant. Il est protégé par les normes. D'ailleurs, ce que je vous avais dit la dernière fois, parce que ça, c'est un point très important. D'ailleurs, c'est un point qui donne toujours un débat en matière de tous les événements scientifiques. Et là, je vais vous expliquer une chose. Supposons que je suis un auditeur interne. Je fais un audit. J'ai constaté, par exemple, que le directeur général est impliqué dans une opération de détournement de fonds. C'est possible, c'est-à-dire c'est un l'audit comptable et financier. Je constate par exemple qu'il y a des irrégularités comptables qui traduisent un détournement des fonds de l'entreprise pour le compte du directeur général, avec la complicité par exemple de la comptabilité, c'est-à-dire le comptable, parce que le comptable, il élabore des opérations erronées. Est-ce que c'est clair? Moi, en tant qu'auditeur, si je déclare cette anomalie dans mon rapport d'audit, je suis protégée par les normes. Vous suivez avec moi? C'est-à-dire sur le champ, le directeur général ne peut rien me faire. Je suis protégée par les normes. Mais le risque, c'est quoi? C'est que le fait que je suis salarié, qu'est-ce qui va se passer? Il va me trouver quelque chose par la suite. Je fais ce que je veux dire. Oui, madame. Voilà. C'est la raison pour laquelle on dit que l'audit interne, le fait qu'il est salarié, donc automatiquement, pratiquement dans la réalité, l'indépendance et l'objectivité d'Yalou sont limitées. OK? Pareil pour l'audit externe. L'audit externe, c'est qui? Ou à vrai dire, c'est un audit contractuel. Ça veut dire, la société, un cabinet d'audit, moi, je vais devenir votre cliente, vous allez me donner des rapports d'audit périodiquement. avec le cabinet, l'entreprise. Donc, son rôle, est-ce qu'il a intérêt à dire à chaque fois que la direction générale commet de telles irrégularités, de telles irrégularités? Non. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Elle dit que l'entreprise, il va chercher un autre auditeur. Parce que n'oubliez pas que, en fait, ça, c'est pas dans les normes, mais c'est dans la pratique. Est-ce que le premier rôle de l'audit en général, pratiquement, c'est protéger les intérêts de son mandataire? Est-ce que c'est clair? Allège, par exemple, actuellement, dans ce qu'on appelle l'optimisation comptable ou bien la comptabilité créative, c'est-à-dire que maintenant, l'auditeur, moi, je suis payé, c'est pas pour dire la réalité. Je suis payé pour servir mon mandataire. Est-ce que vous avez compris? Il y a ni un montage comptable qui peut arranger le mandataire vis-à-vis des parties prenantes, là, l'auditeur va le faire. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait des dérapages. L'auditeur, c'est un complice en matière de fraude. Alors que dans la réalité, ça peut exister. Hein. D'accord? Une entreprise, par exemple, lorsqu'il va payer des sommes énormes à un auditeur, mais juste seulement pour voir est-ce que la comptabilité est exacte ou non. Attention, là, il cherche une optimisation comptable. Lorsqu'une entreprise va payer des sommes énormes à un auditeur fiscal, c'est pas pour savoir est-ce qu'il a calculé le vrai impôt ou non. Non, c'est qu'il cherche une optimisation fiscale.
Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord? C'est-à-dire finalement, dans la réalité, le rôle de l'audit, c'est pas de déclarer vraiment les anomalies, mais de toujours être du côté de son mandataire, c'est-à-dire protéger les intérêts de son mandataire. D'accord? Jusqu'à quelle limite? Bien sûr, ici, ça dépend des cas. Et d'ailleurs, lorsqu'on va voir quelques cas pratiques, vous allez mieux comprendre. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, madame, merci beaucoup. Madame, une autre Voilà. question, s'il Hein? vous plaît. Oui, Quand oui, est-ce oui, bien sûr. qu'entreprise est dans l'obligation de constituer un audit interne? Est-ce qu'il est toujours dans l'obligation ou bien il est libre? Là, bien sûr, on a un droit à les grandes structures, par exemple pour les sociétés anonymes dans le cadre de ce qu'on appelle corporate governance, par exemple, il y a l'obligation d'avoir un comité d'audit. Parce que ce comité d'audit, il est exigé par qui? C'est par les actionnaires. Parce que dans ce cas, à côté des commissaires aux comptes, parce que n'oubliez pas, dans le commissariat aux comptes, parce que les sociétés anonymes, à partir d'un certain niveau, ils ont l'obligation d'avoir entre 1 et 4 commissaires aux comptes. Parce que le commissaire aux comptes, c'est vrai, c'est un type d'audit, surtout, il a l'accès sur la comptabilité et la finance. Le rôle, c'est de pouvoir garantir les intérêts des actionnaires. C'est le rôle des commissaires aux comptes. Le comité d'audit, bien sûr, dans le cadre des sociétés anonymes, les grandes boîtes, son rôle, c'est quoi? C'est protéger, bien sûr, l'intérêt de la société elle-même, mais aussi l'intérêt des actionnaires. Donc, de manière générale, il y a des structures où nous avons l'obligation d'avoir un audit interne. Par exemple, si je prends les structures bancaires, toutes les banques, elles ont l'obligation d'avoir un audit interne, un contrôle interne, un management de risque et un contrôle de gestion. Mais pour les entreprises du secteur privé en général, normalement, dans les grandes boîtes qui ont une organisation adéquate, qui cherchent à avoir une certaine performance, par exemple, ils doivent avoir un audit interne. Parallèlement, toutes les sociétés cotées en bourse, là aussi, c'est obligatoire d'avoir un audit interne. D'accord? Ça, il va veiller sur le rôle de la communication financière. Maintenant, les PME, les PMI, vous savez que nous avons des problèmes. Les PME, les PMI, on a deux situations. Nous avons des PME qui sont bien structurées. يقدر يكون عندهم par exemple un auditeur, يقدر يكون عندهم un contrôleur de gestion. D'accord? Mais dans la plupart des cas, les compétences sont liées à la direction financière. C'est la DAF, la direction administrative et financière. Mais un audit interne dans les grandes boîtes, c'est-à-dire il n'est pas rattaché à la direction financière. D'ailleurs, le contrôle gestion. Il y a des sociétés qui disent le contrôle gestion, mais juste une appellation à la mode. Quand on entre à la société, le contrôle gestion. Avec le contrôleur gestion, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule les coûts. Ça, ce n'est pas du contrôle gestion, c'est de la compta analytique pure et simple. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Parce que ce que je vous avais dit, ce sont des compétences qui demandent quand même des ressources. Sur le plan salaire, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Donc, les entreprises qui vont mettre en place les postes, ce sont surtout les entreprises, bien sûr, les grandes boîtes. Est-ce qu'il s'agit des multinationales? Ça peut être bien sûr des grandes entreprises et ainsi de suite. Voilà le cadre général. Mais vis-à-vis de l'État, il n'y a pas une obligation de les avoir. C'est drôle, bien sûr, au niveau du management de l'entreprise pour assurer le volet managérial de l'entreprise. C'est ce que j'appelle les fonctions de top management. Est-ce que c'est clair? Madame, oui, madame, c'est clair, merci beaucoup. C'est bon? D'ailleurs, maintenant même, on assiste à une autre évolution, c'est que les entreprises, elles vont recruter des fiscalistes. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste établir les déclarations fiscales, mais maintenant, ça le fiscaliste devient auditeur fiscal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui va anticiper les risques fiscaux pour l'entreprise. C'est-à-dire pour l'entreprise, voilà le risque fiscal que vous pourriez avoir si jamais vous faites telle ou telle chose. Et son but, c'est quoi donc? C'est d'éviter normalement toute interrogation fiscale de la part de l'État. Donc ici, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à avoir une protection sur tous les niveaux, mais en même temps avec une optimisation. C'est ça le but ultime. C'est comment je vais optimiser toutes les variables. D'accord? Et bien sûr, tout ça, il a un impact sur quoi? Sur la réputation de l'entreprise, son image de marque, son positionnement sur le marché et surtout protéger les intérêts des actionnaires. Parce que lorsque je parle de grandes boîtes, n'oubliez pas qu'il y a les actionnaires qui sont mis en jeu, s'il vous plaît.
Bien. Donc, toujours au niveau des fonctionnements, c'est la gestion des ressources. Le responsable de l'audit interne doit veiller à ce que les ressources affectées à cette activité soient adéquates, suffisantes et mises en œuvre de manière efficace pour réaliser le programme approuvé. Là, une idée principale, s'il vous plaît. Quand on établit un programme de travail ou bien un plan de travail, s'il vous plaît, s'il n'est pas approuvé par le mandataire, on ne pourra pas le réaliser. Ça veut dire quoi? Une fois, par exemple, on vous demande une mission d'audit, on va établir un plan de travail. Avec le plan, qu'est-ce qu'il y a? Il va contenir toutes les étapes qu'on va faire pour faire notre mission d'audit, toutes les ressources nécessaires, toute la documentation nécessaire et toutes les personnes qu'on a intérêt à voir. Donc, ce programme remonte au mandataire. S'il s'agit d'un audit interne, ça va être la direction générale. Le directeur général, s'il approuve le programme, il va être réalisé. Si par exemple le directeur général, il va dire, bon, vous pouvez avoir ceci, mais vous n'avez pas le droit d'avoir par exemple un entretien avec cette personne. Vous suivez avec moi? L'auditeur n'a pas le droit de le faire. Si l'auditeur le fait, on va être dans une situation de vice de forme et le rapport peut être refusé par le mandataire. C'est comme un exemple très simple et ça, c'est un cas qu'on constate tout le temps. Supposons par exemple que l'entreprise a un problème au niveau de la trésorerie. Donc, pour comprendre le problème, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander de consulter la procédure de recouvrement, c'est-à-dire comment l'entreprise, elle fixe ses délais de paiement, comment elle établit les modes de paiement et ainsi de suite. En même temps, l'auditeur va demander, par exemple, d'avoir un entretien avec le trésorier de l'entreprise, le responsable de la trésorerie, pour comprendre certains phénomènes. Supposons que le directeur général, il va lui dire, c'est bon, on va vous donner la procédure, mais vous n'avez pas le droit de parler avec le trésorier. Vous suivez avec moi? Vous savez que dans ce cas, l'auditeur n'a pas le droit de le faire. S'il le fait sans autorisation, il le mentionne dans son rapport, comme quoi, suite à une interview avec le responsable de la trésorerie, on a constaté tel et tel. Le mandataire, il peut refuser le rapport, il peut refuser de lui payer même. Est-ce que c'est clair? Même s'il s'agit d'un audit externe. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, D'ailleurs, madame. ça c'est très important parce que le constate pas mal de fois dans la pratique. D'ailleurs, non, c'est explicite. Mais vous savez parfois qu'est-ce qui se passe? C'est comme un exemple très simple, ça nous est arrivé pas mal de fois. Quand on demande, par exemple, pour pouvoir comprendre une opération, j'ai besoin de parler avec une telle personne. Le directeur ne dit rien, c'est-à-dire le mandateur, il peut vous dire c'est bon. Mais le jour de l'audit, parce que vous savez, dans le plan de mission, on doit fixer combien de temps on doit faire ce qu'on appelle l'audit sur place. On a le travail de bureau et qu'il y a le travail sur le terrain. C'est-à-dire combien de jours on doit passer dans l'entreprise. Vous savez ce qui se passe dans la réalité? On arrive, on trouve que la personne est absente. Voilà. Donc, et c'est bien sûr, on comprend très bien que c'est voulu. Et le directeur, avec le jour, si on dit que la personne, ce n'est pas la peine de venir. Et nous, bien sûr, l'auditeur n'a pas le pouvoir d'imposer la présence de la personne. Donc, là, finalement, qu'est-ce que vous constatez? L'auditeur, lorsqu'il va exprimer le besoin en ressources, il doit être vigilant. Et parfois même, lorsqu'on constate les phénomènes, on peut déduire certaines conclusions. Normalement, ça cache quelque chose. Peut-être la direction générale, elle est complice dans quelques sur anomalies et ainsi de suite. Bien. Donc, règles et procédures. Le responsable de l'audit interne doit établir des règles et procédures fournissant un cadre à l'activité d'audit interne. C'est ce qu'on va voir dans la démarche d'audit en général. Et enfin, vous avez la coordination. Le responsable d'audit doit partager les informations et coordonner les activités avec les autres prestataires internes et externes et services d'assurance et de conseil de manière à assurer une couverture adéquate des travaux et à éviter toute la mesure possible des doubles emplois. Bien sûr, ici, je vise surtout, c'est parce qu'il s'agit des normes, elle vise surtout lorsqu'il s'agit d'un comité d'audit.
c'est-à-dire comment le service d'audit va répartir les tâches entre tous les auditeurs. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va être chargé de l'inventaire physique, quelqu'un qui va être chargé, bien sûr, d'une vérification d'opérations sur le terrain, quelqu'un qui va être chargé d'évaluer les procédures. Donc, ici, c'est une matière de coordination entre tous, si vous voulez, les auditeurs, chapeautés, bien sûr, par le responsable de l'audit interne. D'ailleurs, le responsable de l'audit interne, si vous voulez, c'est normalement le chef du comité d'audit ou bien ce qu'on appelle dans la pratique l'auditeur senior. Bien, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Ça va? Madame, pour la question de gestion de ressources, lorsque Oui. vous avez dit que l'entreprise peut manipuler le plan de travail lorsqu'il a signé et tout ça, et lorsque l'auditeur a… C'est pas manipulé, il ne le manipule pas. Elle peut refuser un élément dans le plan de travail. Non, non, lorsqu'il signe le plan, il est d'accord comme quoi l'auditeur peut solliciter très bien. la personne. C'est-à-dire qu'il peut dire que je vais venir ce jour-là, alors l'autre personne qui est concernée n'est pas là. Bien sûr, très bien. C'est ce qu'on constate. Et chaque fois, il vient, il ne trouve pas cette personne. Est-ce qu'il peut arrêter le travail, comme quoi il y a un blocage de sollicitation de la personne concernée, ou bien bien sûr, parce qu'il a déjà une durée sur le plan à respecter? Très bien. Donc, c'est une bonne question. Parce que d'ailleurs, regardez bien, c'est-à-dire il va mentionner dans quelle mesure l'absence de telle information ou bien le manque de telle information peut impacter son travail. Il peut le dire dans le rapport. Par exemple, si en l'absence de cette personne, l'auditeur ne peut pas comprendre un phénomène. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, ici, je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, c'était un exemple réel. C'est-à-dire, le constat, c'était quoi? L'anomalie, c'était quoi? C'était l'encours client qui augmente sans cesse. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'encours client? Lorsque je compare le compte client par rapport au chiffre d'affaires. Normalement, au niveau financier, on doit avoir une norme. Mais quand je constate, par exemple, le compte client par rapport au chiffre d'affaires, ça dépasse un seuil. C'est comme un exemple très simple. Par exemple, vous avez 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? 60% du chiffre d'affaires n'est pas encaissé. Donc, là, il y a un problème. Quel est le problème, le risque qu'on peut avoir? Le fait que les clients ne payent pas, on va se trouver avec une situation qui peut impacter la trésorerie de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Je vends, mais je n'encaisse pas. Donc, c'est une anomalie. À partir de ce constat, on a été sollicité pour une mission d'audit. C'est un cas réel. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a demandé de voir la procédure de recouvrement. Qu'est-ce qui normalement règle les délais clients? C'est la procédure de recouvrement. La procédure de recouvrement, qu'est-ce qu'il contient? Elle contient par exemple le nom des clients, client par client. C'est ce qu'on appelle la balance AG des clients. Elle contient par exemple le délai de paiement des clients et qui est fixé par l'entreprise. Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce qu'on exige une somme au comptant? Dans la pratique, ça peut mettre 20% comptant. Par exemple, 40% dans un mois, 40% dans 2 mois. On va voir pour voir est-ce que ceci a été respecté par le responsable de la trésorerie et le responsable de recouvrement. Donc, le premier constat, lorsqu'on a demandé la procédure de recouvrement, la société nous dit qu'il n'y a pas de procédure de recouvrement formelle. La procédure, ça doit être écrite. Mais il n'y a pas de procédure écrite. Bien sûr, avec ce constat, on arrête la mission d'audit. Les procédures, on ne peut pas auditer. Qu'est-ce qu'on dit? La seule recommandation, il faut établir la procédure. On est parti. Après, bien sûr, on a été sollicité par une autre mission, mais chez la mission d'assurance, la mission de conseil, la société nous a demandé de mettre en place la procédure. Très bien. Lorsqu'on veut mettre en place les procédures, on a besoin des informations. Grâce à tous les clients, on doit avoir bien sûr quel est le délai que l'entreprise pratique, donc ça demande un certain travail pour pouvoir formaliser la procédure. Au cours de ce travail, on a constaté la comptabilité qu'il y a un compte
Dans ce compte, il y a divers. Voilà l'intitulé du compte. Il y a un client divers. Mais un douche smito. Vous suivez avec moi? C'est-à-dire, on a pris les noms de tous les clients, sauf un compte divers. Et dans ce compte divers, le montant de chiffre d'affaires est énorme. Le client divers ne paye pas. Vous suivez avec moi? Très bien. Normalement, pour terminer la mise en place, on doit savoir c'est qui divers. Vous savez, on a passé des mois et des mois à chercher, on n'a pas trouvé de solution. Lorsqu'on demande au comptable, il nous dit non. Lorsqu'on reçoit des factures, c'est le directeur financier qui coche et nous dit vous mettez ça dans le compte divers. Lorsqu'on demande à la direction financière, on nous dit non, c'est le directeur général. Lorsqu'on remonte à la direction générale, il nous dit non, je ne sais pas, on va chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le fait qu'on ne connaît pas ce client divers, alors automatiquement, on ne pourra pas établir la procédure. Donc, c'est une limitation de notre ressource. D'accord? Et d'ailleurs, on a passé des mois et je me rappelle très bien, c'était juste une secrétaire qui nous a dit c'est qui. Finalement, c'était quelqu'un proche du directeur général où il y avait ce détournement de fonds, c'est-à-dire ce transfert de fonds en quelque sorte. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Donc, finalement, on est limité, mais ça n'empêche, parfois nous avons, c'est-à-dire, lorsque je dis c'est la secrétaire qui nous les a dit, c'était d'une manière officieuse, ce n'est pas d'une manière officielle. D'accord? Mais lorsqu'on reçoit l'information, on n'a pas le droit de dire dans le rapport qu'on a reçu cette information de telle ou telle personne. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Merci beaucoup. Très bien. Par exemple, l'exemple que vous avez dit tout à l'heure, cette personne vous a dit l'information, donc ça ne sert à rien. Mais si ça ne sert à rien, c'est-à-dire, bon, ça ne sert à rien, mais on doit savoir comment se comporter. Hein. L'information, donc, lorsqu'on commence à rédiger, on a été très vigilant avec la direction générale. Et on lui a évoqué qu'il y a un petit risque avec ce client divers. Soit il va régulariser sa situation. D'ailleurs, finalement, c'était qui? C'était une entreprise industrielle. Le directeur général, sa femme, il avait un showroom, c'est-à-dire les produits. OK, elle assure les ventes, la commercialisation. C'est une cliente de la société. Est-ce que vous avez compris? Mais on a évoqué ça de manière plus vigilante, c'est-à-dire la personne maintenant, mais on lui a précisé le compte client divers, s'il persiste, il aura des problèmes avec qui? Avec les actionnaires. C'était une société anonyme. Automatiquement, il nous a rappelé par la suite pour dire ah bon, on a pu avoir je dirais un compromis avec le client pour qu'il règle une partie. Et effectivement, la partie elle a été réglée, on a pu assainir la situation. Voilà. Il faut savoir comment travailler. On ne doit pas rester les bras croisés, main du l'eau. Il faut chercher l'information, mais il faut savoir comment transmettre l'information. Par contre, quand le rapport à la suite d'un entretien avec votre secrétaire, on a eu telle information. C'est un vice de forme. Donc, le rapport sera nul. On ne va pas l'accepter. Oui, mais quand on arrive à expliquer le risque d'avoir un tel compte dans la comptabilité, donc, parce que lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah, moi, je ne sais pas, mais je vais chercher. Est-ce qu'il y a des... Pourquoi? Parce que d'ailleurs, le compte, il datait de plusieurs années. Il fait le cumul. Est-ce que vous avez compris? Mais finalement, le lien de causalité, c'était la société de sa femme, qui est sa propre société à lui. Le directeur lui-même, il est client de la société. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Voilà. Donc, juste pour vous dire, donc, d'ailleurs, hier, et j'insiste là-dessus, à l'esprit critique, à le flair. Pour chaque information, toujours, c'est qu'on est avec l'esprit critique. Je dis, cette information cache quelque chose, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que vous avez compris? On n'implique pas la mauvaise foi, mais bon, il faut avoir cet esprit critique pour réussir. Et cet esprit, ça doit exister dans deux éléments, le contrôle gestion et l'audit. Ça, c'est très important. Pour être un bon contrôleur de gestion, un bon auditeur, il faut avoir cet esprit critique. D'accord? Bien sûr qu'il se développe avec l'expérience. Hein.
Très bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça va? Pas d'autres questions? Madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, on va s'arrêter là aujourd'hui. S'il vous plaît, d'abord, comme les normes, essayez de le relire à tête reposée. Vous avez le temps, comme ça, on peut avancer plus rapidement. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, j'insiste sur un point. Alors, si vous maîtrisez les normes, alors vous n'aurez aucun problème, vous le dites. Sincèrement, parce que actuellement, puisqu'on parle d'audit général, actuellement, c'est quoi l'audit, c'est quoi le métier d'audit avant de pouvoir traiter quelques cas particuliers, s'il vous plaît. Yal, c'est bon? Madame, Très bien. Donc, oui? PFE Oui. 56. Allez, je vous comme d'abord, 10h30. Je vous ai envoyé le lien. Oui, madame, d'accord. Très bien, on se voit tout à l'heure. D'ailleurs, je vais arrêter, je vais rentrer pour le PFE. D'accord? D'accord.